Chadar, vous savez, c'est que les Chadar et autres ont prononcé comme mot, c'est pas Kabila qui a prononcé. On peut en vouloir à Chadar et pour autant, c'est pas puisque on en veut à Chadar et qu'on en veut au président Kabila, je ne pense pas. Si on en voulait à Kabila, il ne serait pas resté sur le territoire. Kabila n'a plus droit à la sécurité telle qu'il l'avait en tant que président de la République. Il est président sortant, il a besoin d'un minimum de personnel pour sa sécurité. Fausse coalition, c'est-à-dire un balai des hypocrites, puisque Kabila a la majorité au travers de son parti. Si on suit la loi, le droit, aucun parti n'est majoritaire au niveau de notre Parlement. Depuis 60, aucun parti n'est devenu majoritaire, réellement un seul parti. C'était toujours de coalition entre partis, de cartels, comme il les appelait à l'époque. Le président Tshisekedi a commis une erreur de ne pas respecter les textes de loi, notre constitution, à savoir, il aurait fallu qu'il nomme un informateur qui aille au niveau du Parlement pour voir quel est le parti majoritaire. Une cohérence au sein de ce qu'on appelle coalition entre CACH et FCC. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est un réel plaisir de prendre dans ces cadres. Nous avons pour vous un jury consulté avec qui nous allons parler un peu de ces tensions qui montent par rapport à la récente déclaration de l'un des caciques de l'INC Caméré, qui a invité Félix-Antoine Tshisekedi de s'impliquer dans les dossiers des 100 jours, n'est-ce pas, pour obtenir la libération de Vital Caméré, si on peut déjà l'appeler son ancien directeur du cabinet. Mais est-ce que Félix doit-il faire l'obstruction dans l'appareil judiciaire après sien? Nous, on ne peut pas donner toutes ces réponses. Voilà pourquoi on a un cadre. Il va aussi ramasser quelques questions d'actualité, ce qui se passe au niveau de la Cour des cassations. Ils n'ont pas prêté serment, ils ont fait de l'insoumission. Voilà pourquoi, comme il y a toujours des experts dans chaque domaine, on a un expert ici, Gandhi Kembe-Selon. Bienvenue. Bonjour. Le jury concile. Oui. Quand on invite Félix-Antoine Tshisekedi, vous parlez lingala? Je comprends un peu, mais je ne parle pas. Non. Ah, mais j'aurais souhaité faire une émission bilingue. Vous allez traduire. Ok, mais quand je parle, vous allez m'écouter pour m'écouter. Je peux vous comprendre. Très bien. Quand on invite Tshisekedi de s'impliquer dans les dossiers de Vital Caméré, n'est-ce pas appeler Tshisekedi à avoir la même mise dans l'appareil judiciaire qui est censé être déjà indépendant? C'est quelque part, c'est de dire, c'est se contredire dans le sens où on ne peut pas applaudir une chose et son contraire. On sait que Félix est parmi, ou sinon le moteur de ce qu'il a appelé l'état de droit. L'état de droit, c'est un état où tout le monde est soumis au droit. Personne ne peut se mettre au-dessus et au-delà du droit. Tshisekedi étant le premier des citoyens, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, il doit se conformer, comme tous les citoyens, à la loi, au droit. Qu'il a soutenu, qu'il soutient, j'espère qu'il soutiendra jusqu'au bout. Lui demander aujourd'hui de s'impliquer dans ce qui se passe au niveau de la justice, c'est se médire, c'est dédire et c'est contredire. Donc je ne pense pas qu'il viendra au chef de l'État à un moment donné, même s'il y a pression de la population, de pouvoir s'impliquer au niveau de la justice. Ça, c'est pas possible. Il y a un sujet qui a retenu mon attention, c'est un fake news, d'une correspondance qui circule sur la toile disant que ce qu'il a demandé, il y a une ordonnance portant révocation des Vital Caméré. Alors, après vérification faite, on a senti que Caméré n'a jamais été révoqué. Pour vous, le jury consulté, dites-nous, Caméré est condamné à 20 ans de prison ferme avec travaux forcés. Et aucune ordonnance a été prise dans le sens de les révoquer. Oui. Et pourquoi ces silences radio en lieu place de les révoquer? Mais pourquoi les révoquer? Puisqu'il a été condamné, certes. On sait que pour tout le monde, hein, pour tout citoyen qui est condamné, il y a cette seconde possibilité de pouvoir demander au juge de pouvoir revoir le jugement. Donc c'est pour ça qu'on se pourvoit en cassation, du moins en appel. Il y a eu pourvoi en appel pour qu'on puisse rédire le droit, que ce soit au niveau des paramètres, notamment sur la procédure, mais aussi sur le fond, puisque rien n'est impossible à ce que, au niveau de l'appel,
à un moment donné, on dise que il y a eu faille au niveau de la procédure ou il y a eu faille au niveau de preuves, comme souvent les adeptes de l'UNC évoquent. Ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Ça peut remettre en cause le premier jugement, auquel cas, si on l'avait déjà défait de ses fonctions de directeur de cabinet, ce serait illogique. Pour le moment, il est condamné, certes, en première instance, mais il a cette possibilité de l'appel qui est renvoyé encore une deuxième fois. Ben, on ne sait pas ce qui sera dit au niveau de l'appel. Si la condamnation est confirmée par ailleurs, en ce moment-là, le président de la République aura tout le loisir et tout le temps de pouvoir le remplacer par un autre directeur de cabinet. Mais sur le plan de l'éthique, n'est-ce pas que l'élégance voudrait que nous ayons déjà une clarté par rapport à ces dossiers? Parce que ça saute aux yeux, on dit il est condamné, il est accusé, pas même accusé, déjà condamné, d'avoir la même mise dans ce qu'on appelle la corruption. Et on sent que même si la procédure n'est pas encore vidée de tout son sens, le président devrait quand même déjà être sobre en la matière. Non, mais vous avez parlé de l'éthique. En ce moment, vu que la condamnation n'est pas encore définitive, ça aurait été intéressant beaucoup plus du côté du concerné, de Vital Kamerhe, éventuellement en tant qu'homme d'État, de pouvoir démissionner là où c'est de bon augure. Mais que le président vienne pouvoir faire partir son ancien directeur de cabinet, qui est encore directeur de cabinet, puisque son remplaçant n'assume que l'intérim. Donc, beaucoup de gens auraient dit beaucoup de choses en disant il avait déjà prévu, c'est lui qui est dans le coup, etc. Mais il a suivi la logique politique qui veut que tant qu'il n'est pas condamné définitivement, il est encore directeur de cabinet, mais c'est à lui éventuellement de tirer les leçons, du moins compte tenu du fait qu'on lui reproche un certain nombre de choses, de pouvoir être libre et de libérer aussi le président de la République. En ce moment-là, c'est à lui de pouvoir donner sa démission. Légalement, normalement, c'est comme ça. Ok, très bien. Je voudrais que nous puissions évoquer le dossier par rapport à la reprise des cours. La maladie à coronavirus est en train de décimer les populations parce qu'il y a des pays où la recrudescence n'est pas même à évoquer. Comment vous avez senti cette reprise des cours concernant les décrets terminales, 6e en primaire, 6e des humanités, 3e graduat, L2, DA, et pour se limiter à ce niveau? Oui, on est entre le marteau et l'enclume par rapport à cette endémie. Et cette pandémie ne nous laisse pas les choix. C'est-à-dire on est en train tous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit les pays occidentalisés, que ce soit nous, nous sommes dans l'incertitude. On ne sait pas ce que ça peut donner s'il y a un retour massif des étudiants, des élèves à l'école, ou si on y va mollo comme on le fait aujourd'hui. C'est difficile, même des gens dans le monde médical, ils ne sont pas tous d'accord. On sait que pour les plus jeunes, certes, ils peuvent attraper cette maladie, mais ce sont les gens plus âgés de plus de 60-70 ans qui peuvent facilement attraper cette maladie. Autant les jeunes sont plus ou moins prémunis, mais ils peuvent quand même tomber malades par rapport à cette endémie. C'est pour ça qu'on essaie de prendre des précautions. Mieux vaut prévenir que guérir. On prend des précautions, mais toutefois, quand on regarde l'analyse de certains médecins ou chercheurs, ils diront pour certains que c'est mieux que ce soit, cette maladie puisse être élargie au sein de la population pour créer une zone tampon, puisqu'on sait que dans certains pays, notamment le nôtre, il y a pas mal de gens qui sont malades sans le savoir, ce qu'on appelle les asymptomatiques. Donc ils peuvent être malades, mais sans savoir, ils ne tomberont pas malades. Ils n'ont aucun signe de maladie. Ils ne sont pas malades, ils ne le sont pas, mais ils peuvent, eux, transmettre la maladie. Compte tenu de tout ça, on prend des précautions pour ne pas, etc. On teste, on tente par rapport aux finalistes et autres, pour des raisons matérielles et financières aussi. On sait que les parents ont payé leur minerval, mais s'il faut faire en sorte que cette année soit blanche, ça poserait un problème. Les parents... Toujours dans cette logique d'idée, je vais vous poser une question à Lingala. Ce n'est pas ma question, c'est une question au cycliste d'un montard. Et il m'a dit ceci, classe, la reprise est bandie à la décret terminale. Je pense que vous... Oui, c'est Lingala facile. Alors, il me dit ceci, mais dans la 6e primaire, ça la NAFEP. C'est-à-dire que non, année Zobanda, dans la première
CO, au 7e. Donc, on va à 6e. Ça là, ma bac. L'année prochaine, ma Zoya, na ma première graduation. Il y a LD, même pour la barbe qui n'a pas DA. Mais au score, il y a la première CO, par exemple. Parce que l'examen, c'est pour la barbe. Mon idée que place là, au niveau, il y a l'institution. C'est comme si des résolutions n'ont pas été prises en amont tout comme en aval. Question à motocycliste. Oui, dire que, si j'ai bien compris, ceux qui sont en année finale, que ce soit l'école primaire ou mi-secondaire, peuvent aller de l'avant dans les classes suivantes. Ceux qui sont dans ces classes suivantes-là, et ils vont faire quoi? Parce qu'il n'y a pas encore de séances de rattrapage pour eux. Mais je vous donnerai... La logique ici voudrait dire qu'il n'y a pas eu de raisonnement. Non, il n'y a pas eu de raisonnement puisqu'ils ne sont pas habitués. Dans d'autres contrées, notamment là où je viens, c'est de France et de la région parisienne. Si je suis congolais. Non, moi je dis ceci. Il y a une possibilité. Là-bas, les classes. Donc, il y a une possibilité. Là-bas, le redoublement est rare. Sauf s'il y a accord des parents, il y a redoublement. Les élèves qui doivent, ou les étudiants qui doivent redoubler, ne redoublent pas. Sauf s'il y a accord des parents pour qu'ils puissent redoubler. Ils passent d'une classe à l'autre. Mais il s'avère qu'il y a un programme l'année suivante pour les aider à rattraper leur retard. Ils ont des cours de rattrapage, de soutien, on appelle ça exactement, des cours de soutien. Le problème ne se pose pas, c'est toute une question d'organisation. Pour ceux qui ont manqué 1 mois ou 2 mois, on peut, au cours de l'année scolaire ou académique prochaine, essayer d'organiser des cours de rattrapage. Question d'organisation. Ils sont d'ailleurs mieux outillés peut-être que les autres qui sont passés à des justesses en fait, je voulais dire, avec un point ou alors une largesse du professeur. Eux, ils vont rattraper un certain nombre de cours. Moi, je pense que c'est à l'État, c'est à l'éducation nationale de s'organiser en conséquence pour les aider à rattraper le cours d'1 mois ou de 2 mois qu'ils n'ont pas pu avoir. Très bien. Revenons sur le plan politique. Il y a une question, exemple, Augustin Kinshasa. De récentes déclarations, il y a certains politiques d'ici qui ont dit que les élections sembleraient de se tenir en 2030, en lieu place de se tenir en 2023, va évoquer l'arrivée de la pandémie, le obstacle dans l'élection. Alors il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que dans le contexte actuel, faudrait-il parler des élections pendant que maman Oazo Tekama Tembele, mobile n'a fonctionnaire, Azo s'est retrouvé. Mais pour réfléchir ensemble, comment accueillir une nouvelle loi? C'est vrai, ils ont un mot officiel, mais ce sont des politiques parce que je voudrais savoir votre avis. C'est à savoir si les élections auront lieu ou non en 2023. Est-ce que les élections pourraient se tenir en 2030? Est-ce que vous pensez qu'il est opportun de parler des élections en ce même moment? Non, je serai comme les autres, à savoir, c'est pas le moment de parler des élections. Certes, on sait qu'on a un calendrier, et ce calendrier doit être respecté, et le moyen doit être trouvé pour faire en sorte que les élections aient lieu en 2023, sauf imprévu, sauf catastrophe naturelle, sauf etc. Mais en dehors de ça, les élections doivent avoir lieu en 2023. Mais toutefois, nous avons, les autorités surtout, ont du pain sur la planche. À savoir, il y a des problèmes qui se posent à ce pays, au niveau, notamment Kinshasa, au niveau de la circulation. On n'arrive pas à organiser la circulation au niveau de la ville de Kinshasa. Vous avez parlé de produits vivriers qui ne cessent d'augmenter de prix et les mamans, les familles n'arrivent pas à se retrouver. Moi, je pense qu'il y a du pain sur la planche. C'est aux autorités de s'atteler à ça, de trouver des mesures, de trouver des solutions pour pouvoir organiser les choses afin que les papas, les mamans puissent se retrouver au niveau du panier de la ménagère. On peut le faire en 3 mois, en 6 mois. On peut s'aimer ici ou là. Et d'ici dans les 6 mois, d'ici décembre ou janvier, février, on peut améliorer les conditions au moins des bases des familles en ayant des légumes moins chers. On peut améliorer la situation des gens en ayant des poissons moins chers.
Qu'est-ce qui empêche ce pays si grand, avec des moyens énormes, où on apprend qu'il y a des gens qui ont dilapidé 2 millions, 200 000 dollars, 600 000 dollars, etc. On ne peut pas acheter quelques bateaux de pêche pour le fleuve Congo ou quelques rivières, Kassai et autres. On ne peut pas acheter des bateaux de pêche au niveau de l'océan. J'apprends même d'ailleurs qu'il y a des bateaux, au moins 3 bateaux, qui battent pavillon congolais, des bateaux namibiens qui viennent nous vendre le même poisson qu'ils ont pêché au niveau de l'autre océan même, sans que nous on soit au courant, sans qu'ils ne payent, je pense, des taxes. Non, au niveau de la mer, au niveau de l'océan. J'ai appris par une télévision interposée, une télévision proche de l'ancien pouvoir, qui a fait passer un reportage qui est passé inaperçu. Il y a des bateaux namibiens, 3 exactement, qui pêchent, qui fournissent une grande société connue ici qui s'appelle Egal, des poissons et d'autres vivres, etc. Est-ce que l'État perçoit des taxes là-dessus? Est-ce que l'État congolais n'est pas à même d'acheter même 2 bateaux de pêche pour l'océan et quelques bateaux de pêche pour le fleuve Congo pour qu'on ait de poissons merveilleux du fleuve Congo à des prix abordables, que tout le monde puisse consommer congolais poissons d'ici que d'aller acheter des poissons venant de l'étranger. Quand vous dites ça, ça me rappelle Frère Diomo. Oui. À un certain moment, il y a 5 ans passés, il disait l'État Moïni. Oui. Quand il disait l'État Moïni, peut-être que les gens ne comprenaient pas. Les lobos, tout ça dans récession, dépréciation, il y a monnaie locale, il y a flambé, il y a produits et autres. Mais quand on visualise, on fait un zoom sur ce qui concerne les trains de vie, il y a politique, il y a institution, on n'a pas senti une sorte, il y a régressement, il y a train de vie là-bas. Or, la population, ils ont des conséquences makasi dans le taux d'achat de la mission. Vous ne voyez pas qu'apparemment l'État semble se contredire dans ces logiques, il y a quoi avancer, pendant que sur le haut, on n'a pas senti un pinch pour revenir à la normale. Vous êtes gentil, vous dites que l'État, pour moi l'État, il n'existe pas. S'il existe, il n'est pas un État réel, c'est un État factice. Et c'est mon cheval de bataille depuis que je suis ici. Quand j'ai une possibilité au niveau des médias de parler de l'État, j'ai dit que cet État est à reconstruire. Nous avons hérité d'un État colonial qui avait ses objectifs, ses moyens. Mais une fois indépendant, on ne s'est jamais appesanti pour dire quel État nous voulons mettre en place, avec quels objectifs et quels moyens. S'il y avait cet État-là, peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à la question que vous posez, on aurait trouvé des solutions. J'ai aussi de ceux qui, comme l'honorable Sessanga, qui disent que l'État vit au-dessus de ses moyens. J'étais parmi ceux qui fustigeaient la mise en place du gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, en disant, si vous mettez en place un gouvernement, n'allez pas au-delà des 15, mais si vous exagérez, 20 ministères suffisent pour notre pays, compte tenu de nos moyens, pour qu'on aille à l'essentiel. J'ai donné l'exemple notamment de l'éducation nationale, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. J'ai dit pourquoi saucissonner les ministères de l'éducation nationale en 3, 4, 5 ministères. C'est de trop, alors qu'on peut faire un seul ministère, de la maternelle à l'université, avec un seul ministre, quelques 2 ou 3 secrétaires généraux efficaces. Ça réduit l'enveloppe, non seulement ça réduit la masse salariale de la fonction publique, mais ça permet à ce qu'il y ait une autorité qui gère l'éducation du début à la fin. À cela, il faut rajouter à l'éducation nationale, puisque l'éducation n'est pas seulement l'instruction, mais c'est aussi le sport. Faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale soit, qu'on puisse y annexer le ministère de la Jeunesse et du Sport. Ce sont les jeunes qui vont à l'école. Les jeunes, on doit les former au sport depuis la maternelle. Faire d'un homme un homme complet. On le dit même à latin, mens sana in corpora sano, c'est-à-dire un corps sain dans une âme saine. Donc c'est important, non seulement ça réduira la masse salariale, mais ça permettra à ce qu'il y ait une logique, soit suivie depuis le maternel jusqu'à l'université, qu'il y ait une certaine cohérence. Que chacun ne tire pas comme on l'a vécu ici il y a un an, chacun tire la couverture de son côté, l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire, l'enseignement technique, tout ça.
À un moment donné, chacun veut tirer la couverture de son côté. Si on réduit la masse salariale de l'État, si on réduit le nombre de ministères, on comprime, on va à l'essentiel, on paiera mieux ses salariés et ses fonctionnaires, puisqu'on va les payer mieux, il y aura une certaine efficience, une certaine efficacité au niveau de l'État, de l'administration, puisque l'État n'existe pas sans administration. Il faut une administration qui sous-tende cet État-là. On pourra avoir une marge, des enveloppes qui pourront nous permettre d'investir, notamment dans la pêche, dans l'élevage et autres. Il y a une question qui va répondre sur les réseaux sociaux ces derniers temps. La question est un peu problématique, mais je sais que vous et moi, étant l'intello, vous avez déjà réponse. Je voudrais ici vous inviter, il y a pour quelqu'un pour répondre pourquoi les gens veulent aujourd'hui que Kabila soit dépouillé dans la guerre. On a quelqu'un qui a balancé sur le net, Kingakati, Kabila, on l'a dépouillé de sa garde. Ce qui est fausse, au regard, il y a la loi portant statut à l'ancien président. Et on a suivi encore quelqu'un qui a posté en disant qu'Alexis Tambouimwamba sera en fuite, Chadari sera en Angola. Et quand vous suivez ça, ça vous fait comment? Pourquoi les gens s'acharnent contre déjà quand même Moralobi? Dans une république, soyons sérieux. Il y a eu un président sortant, il est président sortant. Il assume un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions de sénateur à vie. Pourquoi on ne l'appellerait pas sénateur, monsieur le sénateur? Pourquoi on a toujours tendance à l'appeler président de la République sortant, etc. Mais s'il y a un troisième président, on aura trois présidents, on va appeler sortant. Et regardez aux États-Unis, il y a plusieurs présidents. Regardez en France, il y a plusieurs présidents. C'est pas la même... c'est pas le même fonctionnement qu'ici où tout le monde est président, tout le monde on ne sait pas qui est président réellement. Où, même les présidents d'un groupe de WhatsApp, c'est aussi un président. Ben, on veut décider d'une chose pour l'État, pour le gouvernement, il faut connaître la vie du président sortant, l'autorité morale. Non, on a quitté les guides éclairés et les timoniers pour entrer dans un fonctionnement où il y a des autorités morales un peu partout. Ça pose un problème. Il y a un président de la République, mettons-le en avant. Le programme d'aujourd'hui, les objectifs, c'est lui qui doit les tracer. C'est lui qui a la vision, qui doit avoir la vision pour le pays. Mais pour articuler cette vision, il doit s'organiser, avoir un gouvernement qui soit du gouvernement avec des gens qui ont des capacités. Pas comme hier où le président Kabila disait qu'il a du mal à trouver 15 personnalités pour pouvoir l'aider. Question ouais. C'est pas vrai, puisque j'ai des images, j'ai vu des images comme tout Congolais, quand Kabila passe à Tchangou, il a applaudi. Le problème ne se pose pas. Là, c'est des bonnes guerres. Hein. Des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mais... Non, disons, c'est des bonnes guerres qui est une partie qui appuie Kabila, qu'une partie ne soit pas d'accord avec lui, compte tenu de la façon dont il a dirigé le pays. Bah, il faut laisser cette démocratie se nourrir des faits et des événements qui se suivent. Donc on ne peut pas les attaquer. Mais c'est Kabila aussi à se mettre un peu à l'écart. Mais qu'on soit contre les gens comme les Chadar, vous savez, c'est que les Chadar et autres ont prononcé comme mot, c'est pas Kabila qui a prononcé. On peut en vouloir à Chadar et pour autant, c'est pas puisque on en veut à Chadar et qu'on en veut au président Kabila, je ne pense pas. Si on en voulait à Kabila, il ne serait pas resté sur le territoire. Il arrive à circuler, personne ne l'attaque. D'accord. Les gens disent que Kabila Zolingaki Makinakati, oh, tu sais qu'il y a beaucoup de sécurité. Ce sont des spéculations. Oui, ce sont des spéculations. Disons, la sécurité, certes, il y a une loi qui existe dans ce pays. Kabila n'a plus droit à la sécurité telle qu'il l'avait en tant que président de la République. Il est président sortant, il a besoin d'un minimum de personnel pour sa sécurité, mais pas au-delà. Si on réduit, ce sera de bonnes guerres qu'on réduise en s'adaptant à la loi, en s'adaptant à la réalité d'aujourd'hui. Ok, très bien. C'était aussi pour vous taquiner. Oui. Cap sur la politique. Oui. Quand vous regardez la politique, la scène politique rdécienne, oui. Et si vous étiez un maître d'école et qu'on vous dit corriger tant soit peu les failles,
comment? Les failles de quoi? De l'État, de l'administration, Parlons de l'administration. Ouais. Mais l'administration, les failles, je ne peux même pas corriger la copie, d'autant plus que les Congolais n'ont jamais créé d'administration. Ils ont hérité d'une administration coloniale qu'ils ne nous ont pas revue et corrigée. Donc c'est une copie que je ne veux pas corriger puisque je dirais qu'ils ont copié sur le voisin. Le voisin est parti, c'est le colonisateur. Il vous a laissé un État qui était un État colonial. Il vous a laissé une administration qui était une administration coloniale. Mais c'était à vous, c'est-à-dire à nous, de créer un État partant de l'administration. À l'époque, pour mémoire, le pays ici tel qu'il est, il était géré par un ministre qu'on appelait ministre des colonies. Un gouverneur général et 6 gouverneurs de province, puisqu'il y avait 6 provinces. Et 10 directeurs généraux qui faisaient office des ministres. Ils ont géré, ils ont construit tout ce que nous avons vu ici dans ce pays, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, etc. Ce sont eux qui ont fait en 52 ans, avec moins de personnel. Mais nous, on arrive à l'indépendance en 60 ans après. Le minimum qu'on nous a laissé, on a tout détruit. C'est-à-dire, s'il y a à corriger, et une copie, je ne vais pas corriger. 0 encore, ce serait déjà donner une note. Je ne donnerais même pas une note, je veux dire, copie à pas corriger. Ils doivent reprendre l'année, tu vois. Disons qu'il est encore temps que nos autorités essayent de tenir des réunions pour pouvoir créer un État viable. De cet État-là, créer une administration efficace, efficiente, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Pourquoi quand Tshisekedi semble marcher à pas des tortues, les gens lui exigent de trouver son indépendance vis-à-vis à Kabila? Oui. C'est comme si Kabila serait l'ombre de Tshisekedi. Quand ça roule, on applaudit. Non, Tshisekedi a gagné, c'est 10 000. Là, Kabila a perdu ses 100 000. Mais quand ça ne marche pas, on a toujours tendance à dire sur Kabila. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? C'est la coalition, le mot est là. C'est la coalition, la fausse coalition. Puisque, fausse coalition, c'est-à-dire un balai des hypocrites. Puisque Kabila a la majorité au travers de son parti. Si on suit la loi, le droit, aucun parti n'est majoritaire au niveau de notre Parlement. Depuis 60, aucun parti n'est devenu majoritaire, réellement un seul parti. C'était toujours de coalition entre partis, de cartels, comme ils les appelaient à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Le président Tshisekedi a commis une erreur de ne pas respecter les textes de loi, notre constitution, à savoir, il aurait fallu qu'il nomme un informateur qui aille au niveau du Parlement pour voir quel est le parti majoritaire. En passant par ce cheminement, il allait constater qu'il n'y a pas un parti majoritaire. On aurait pu mettre en place un gouvernement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Puisque cette coalition, ou du moins ce cartel des partis qui s'appelle FCC en dehors, sur le plan de droit, n'est pas reconnu. Puisqu'aux élections, quand ils sont partis au niveau des élections, ils ne sont pas partis au titre du FCC. Ils sont partis au titre des regroupements de partis politiques, etc. Ouais, mais tout est faussé dès le départ. C'est ce qui fait que la mayonnaise n'a pas pu prendre. Vous voyez, quand on va introniser des magistrats au niveau de la Cour de cassation et autres, le Premier ministre est absent. Le président de la Chambre comme Basse et l'autre sont absents. Comment on peut comprendre ça? Une image négative. Une image négative de la République. Avec ça, voilà. Ben vous, les journalistes, c'est à vous de prendre votre bâton et de diriger les gens dans le bon sens, de dire que ne parlons pas de coalition, ça n'existe pas. Quand on dit coalition, on est ensemble. Quand on est ensemble, on choisit ensemble les acteurs sur le terrain qui ont des capacités à pouvoir gérer, co-gérer cette République dans le bon sens des citoyens, notamment de la femme ménagère. Regarde, il y a un ministre de l'économie. On l'entend de temps en temps quand les médias viennent. Mais sur le marché, on ne la voit pas. Ceux du commerce et autres, on ne les voit pas. Donc ils sont au gouvernement, ils touchent leurs émoluments, ils sont tranquilles. Mais on ne voit pas une certaine cohérence au sein du gouvernement, on ne voit pas une certaine cohérence au sein de ce qu'on appelle coalition entre Cash et FCC. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, le peuple pour... Quand j'ai fait les monitos ce matin, je suis tombé
tombé sur un document de la police, je crois de la police qui disait que le gouverneur de la Banque centrale du Congo serait interpellé. Alors, pour nous, nous avons l'état de droit. L'état de droit, ils avaient ceux qui battent les mouvements de sous. Ceux qui ont un photo, ils ont un état de droit, ils ont un mafuta, PC. Comment ça vous fait des interpellations en cascade? C'est ça l'image d'un état de droit? Ou bien comment on voit l'acharnement? Non, ce n'est pas l'acharnement. Je pense que même l'état de droit n'est pas encore réellement appliqué. Si c'était appliqué, vous savez que entre nous, il y a des noms qu'on aurait cités en premier. Il y a eu une gabégie qui ne dit pas son nom pendant les 18-22 ans de pouvoir passé. J'ai dit que je ne parle que de pouvoir passer actuel, c'est-à-dire 18 ou 22 dernières années. Si on va encore plus loin, mais il y en a qui sont même morts, on ne va pas aller les réveiller au niveau de... c'est-à-dire, l'état des droits, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est l'état qui fait que tout le monde doit respecter les droits. Les gens qui ont failli, que ce soit sur le plan financier ou autre, ils doivent être poursuivis, ce n'est pas par le président de la République, par la justice. La justice est maître là-dessus de pouvoir regarder là où ça ne va pas. On cite un certain nombre de noms. Matata Pognon, on cite celui de la Gégamine, Albert Yuma, on cite beaucoup de noms. Ce n'est pas au président de la République ni au ministre de la Justice d'aller s'approcher de ces gens-là. C'est à la justice d'ouvrir un dossier là-dessus pour arrêter une fois pour toutes. Si ces gens-là n'y sont pour rien par rapport à tout ce qu'on peut raconter ici ou là, c'est la justice qui peut faire en sorte de pouvoir faire en sorte que ces gens-là soient écartés de tous ces soupçons, etc. Si la justice ne s'organise pas dans ce sens-là, ça va durer 5 ans, 10 ans, on dira toujours Youma a fait ceci ou cela, Matata a fait ceci ou cela, alors que si la justice s'était saisie de ce dossier, il allait regarder pour dire que pour l'un, ce sont des racontards, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Pour l'autre, oui, ça nécessite encore plus d'enquête. Voilà. Marie-Ange Mouchopé-Quoi, c'est l'une des femmes fortes du Front commun pour le Congo. Elle a quitté récemment en fustigeant le silence radio observé dans la communauté internationale suite à la 3e candidature d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Elle s'est plainte en disant: pour la RDC, on a suivi tout le monde à avoir des yeux rivés, mais quand ça se passe ailleurs, les gens en font semblant. Non, mais qu'un citoyen lambda le dise, je suis bien d'accord. Qu'elle, qui est mieux placée, le dise, moi je dis il y a un problème. On ne peut pas comparer l'incomparable. L'organisation de l'État congolais des Congolais, l'organisation de la Côte d'Ivoire et de l'État des Ivoiriens n'est pas pareil. Elle oublie, ce qu'elle oublie de dire, c'est que les mouvements que nous avons eus ici, c'est les mouvements de chrétiens, des chrétiens, les mouvements des partis politiques d'opposition et autres mouvements. Ce sont ces mouvements-là qui ont fait que la communauté internationale soit regardant son approche. Si en Côte d'Ivoire on avait une église catholique aussi forte que cette église ici qui s'implique dans la politique quand il s'agit de s'impliquer, les chrétiens catholiques et autres qui sont impliqués, les partis d'opposition ou les mouvements de jeunes, la lucha et autres, si on avait les mêmes mouvements de l'autre côté, peut-être on aurait eu les mêmes effets de la communauté internationale que c'était le cas ici. Madame Moucheboka, je le respecte, je sais qu'elle est d'un bon niveau, mais qu'elle essaye de, quand on compare, on essaye d'arrêter les paramètres qui peuvent faire en sorte qu'on puisse comparer telle chose à telle ou autre. Une dernière question avant de boucler cet entretien, mais cette 3e candidature d'Alassane Ouattara, apparemment, c'est comme si les Africains ont un problème de l'éthique, du pouvoir. Est-ce qu'il n'était pas de bonne loi de se réserver et puis laisser la démocratie naître en Afrique entière? Oui. Qu'on le veuille. Kabila n'a pas enseigné en quelque sorte. Non, il ne peut pas enseigner puisque lui, il a subi la pression. Il est parti sous pression. La pression ou pas, mais il a dû. Il n'avait pas de choix. Kabila n'avait pas entre nous. Il ne faut pas dire des bêtises aussi. Il faut que les étudiants qui nous regardent sachent que Kabila, s'il avait le choix, il serait resté.
Mais Kabila n'avait pas le choix compte tenu des pressions diverses, internes et externes. Notre ami, le président de la Côte d'Ivoire. Non, mais l'éthique existe. Voilà, celle de Ouattara, même s'il n'y a pas une très forte pression interne, oui, même s'il n'y a pas une forte pression interne, on doit être regardant du côté de la France, puisque la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, c'est un État qui est attaché à la France, qui est soumis à la France. C'est pour ça que j'ai dit que le dernier mot viendra de la France et du président français. En tout cas, merci beaucoup, M. Gandhi, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, ça m'a réveillé. Mesdames et messieurs,